Salam alaikum, Azulf, alhamdoulilah, rakoum gah bkhir. C'est la deuxième partie de la vidéo d'hier qui portait sur le rapprochement entre l'Algérie de Si Abdelmajid Tebboune et les États-Unis d'Amérique de monsieur Donald Trump. Est-ce qu'il s'agit d'un New Deal? Dans cette première partie, je vous avais expliqué que l'histoire des relations entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique était quelque peu chaotique, car il y a 7 années, de 1967 à 1974, où l'Algérie de feu Houari Boumediene avait décidé de rompre les relations diplomatiques avec les États-Unis suite à l'attaque barbare de Tel Aviv contre l'Égypte, la Palestine, la Syrie, la Jordanie. Et cette séquence de 7 ans est restée comme un crime de lèse-majesté pour les États-Unis d'Amérique. Il est vrai que les années précédentes, surtout après la glorieuse révolution de 54 à 62, l'image de l'Algérie était extraordinaire et le président Kennedy de l'époque avait soutenu l'indépendance algérienne. Donc cette séquence de 1967 à 1974 reste une tache noire qui fait qu'aujourd'hui les États-Unis d'Amérique n'ont pas confiance au pouvoir algérien, quel que soit le pouvoir algérien, et ce malgré l'exploit qui a été celui de notre ancien ministre des Affaires étrangères, feu Mohamed Seddeq Ben Yahya, qui avait réussi à libérer 52 otages américains à l'ambassade de Téhéran le 20 janvier 1981. Et dans ce cadre-là, dans cette perspective-là, il faut saluer la démarche de son Excellence ambassadeur d'Algérie à Washington, donc monsieur Bouradoum, qui essaye d'offrir, de présenter un partenariat global aux États-Unis d'Amérique, car comme vous le savez, depuis l'arrivée de Donald Trump, le monde est en train de changer. Le monde est devenu binaire. Ou bien nous sommes avec les États-Unis, ou bien nous sommes contre les États-Unis. Et nous avons vu ce qui s'est passé lorsque nous sommes contre les États-Unis d'Amérique, avec la chute extrêmement brutale du régime de Bachar al-Assad en Syrie en à peine une semaine, alors que depuis 1966, la famille Assad contrôlait le pays, c'est-à-dire pendant 59 ans. Il y a, comme je l'ai précisé hier, un protocole d'accord entre l'armée algérienne et l'armée américaine qui a été signé donc à Alger le 22 janvier 2025. C'est un protocole très large car l'Algérie aujourd'hui, après avoir pendant 6 décennies développé un partenariat très étroit avec la Russie, souhaiterait développer un partenariat avec les États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Alors, j'avais fini la vidéo d'hier en disant, est-ce qu'on peut compter, en tout cas, est-ce que le pouvoir algérien peut compter sur la protection des nations, des États-Unis d'Amérique, en cas de difficulté? J'avais dit, je ne crois pas, et j'avais cité l'exemple de l'ancien président du Togo, ici, qui s'appelle monsieur Sylvanus Olympio. Il avait effectué une visite officielle à Washington et il avait été reçu par l'ancien président des États-Unis, monsieur John Fitzgerald Kennedy. C'était en mars 62. Et 10 mois après, le président du Togo a été lâchement assassiné par les services français, mais, et c'est là où c'est important, la résidence du président togolais était à quelques mètres de l'ambassade américaine. Et le président togolais avait essayé de trouver refuge dans l'enceinte de l'ambassade américaine, et lorsque l'ambassadeur américain était informé de la présence du président togolais, il a averti par téléphone l'ambassadeur de France à Lomé, c'est-à-dire au Togo. Et
malheureusement, quelques heures plus tard, donc la séquence s'est déroulée entre 23h30 et 7h15 du matin, on a retrouvé le corps du président du Togo juste devant l'ambassade des États-Unis à Lomé. Alors, juste une phrase pour que vous contextualisez un peu ce qui s'est passé. C'était la nuit tragique du 12 au 13 janvier 1963. Il y a eu au moins 2 certitudes. L'attaque de la résidence du président togolais à Lomé a commencé le soir à 23h. Sylvanus Olympio, le président, a été assassiné le lendemain matin à 7h15, c'est-à-dire le 13 janvier 1963, devant le portail de l'ambassade des États-Unis, d'où il venait d'être extrait, c'est-à-dire il était à l'intérieur précédemment. Entre ces 2 événements, il s'est passé 8 longues heures où des coups de fil ont été donnés, des ordres transmis. 8 heures sur lesquelles les États-Unis et la France savent beaucoup de choses et continuent 50 ans après de se taire. Cet article a été rédigé il y a une dizaine d'années. Saura-t-on un jour la vérité? Des témoins ont parlé, des documents ont été déclassifiés, notamment les archives françaises ont été déclassifiées en 2023. Si les Togolais le demandent, les archives s'ouvriront, mais dès aujourd'hui, il est possible de reconstituer les principaux événements de la nuit. Il faut savoir que le chef de la sécurité de l'ancien président du Togo était un Français. Eh oui, la France contrôlait tout. Alors, pourquoi on a tué le président togolais sans que les Américains interviennent? Et pourtant, vous avez vu, il avait fait une visite officielle 10 mois avant à Washington, le président togolais, M. Sylvanus Olympio. Pourquoi les Américains ne sont pas intervenus? Pourquoi les Américains n'ont pas essayé de protéger le président togolais dont la résidence était à quelques mètres de l'ambassade américaine? Il faut s'interroger. Le président togolais voulait absolument sortir du giron français. Et en mai 1960, il avait déclaré à l'agence France Presse la chose suivante. Je vais faire mon possible pour que mon pays se passe de la France. Le président du Togo était très proche de l'Allemagne et des États-Unis. Il voulait absolument sortir de l'influence française. Alors voici une description de la résidence du président du Togo, M. Sylvanus Olympio, et l'ambassade américaine est juste à quelques mètres ici. Donc tout près. Voilà, Miskin, c'est là où il a été assassiné devant l'ambassade américaine. Alors, vous savez, c'est pas moi qui invente toutes ces histoires. Il y a des livres très fouillés, très exhaustifs qui ont été écrits là-dessus, notamment celui de François-Xavier Verschave, qui s'appelle La France-Afrique, le plus long scandale de la République. Et juste un chiffre, pour ne pas m'étaler davantage, c'est un article qui date du 25 septembre 2020, donc dans le journal Le Monde, et qui s'appelle « De 1956 à 1962, la France a ordonné à ses services secrets d'assassiner des citoyens français et étrangers ». Et là, vous avez Jacques Foccart, Monsieur Afrique et Monsieur Service secret français. Et ce qui est important, c'est cette chose. Donc Jacques Foccart a coordonné sous les ordres du général de Gaulle un programme d'opération clandestine sur fond de conflit algérien. Comme vous le savez, la guerre d'Algérie, c'est 54-62. Menaces, attentats, sabotage, mais aussi assassinat figurent parmi les moyens employés. Le service action du SDEC, SDECE, donc l'ancêtre de la DGSE, la Direction Générale du Service Extérieur, c'est-à-dire les services secrets français actuels, était chargé de mener ces missions. Et Constantin Melnik, qui était conseiller du Premier ministre chargé des affaires de renseignement de 59 à 62, chiffrait, écoutez-moi bien, chiffrait le nombre d'assassinats à 140 pour la seule année 1960, sans pour autant fournir de détails. Donc rien que pour 1960, il y a eu 140 assassinats orchestrés par l'État français du général de Gaulle. Et comme je viens de vous l'indiquer, en 1963, il y a eu l'assassinat
du président du Togo qui a été ordonné. Alors sachez que cet assassinat est extrêmement important dans l'histoire de l'Afrique car c'est le premier coup d'État, le premier assassinat d'un chef d'État africain en Afrique après les indépendances. C'était la première fois qu'on assassinait un chef d'État. C'était la première fois qu'on organisait un coup d'État en Afrique. Et vous le savez, il y a eu plus de 200 coups d'État depuis cette date du 13 janvier 1963. Et comme je viens de vous le dire, les États-Unis d'Amérique n'ont pas protégé le président du Togo. C'est terrible, mais c'est ainsi. Alors, qui a tué le président du Togo? Eh bien, écoutez, c'est ce monsieur-là. Regardez. C'est monsieur Étienne Yadema. Et d'ailleurs, c'est son fils qui est président, actuellement encore. Étienne Yadema était président, donc non pas à partir de 1963 où il a organisé le coup d'État. Donc, il a placé l'ancien Premier ministre, monsieur Grunecki, dont le père était polonais d'ailleurs, et qui était très proche des Français. Et en 67, il a pris la place de Grunecki. Et à la même date, le 13 janvier 1967. Donc, il a fait le coup d'État le 13 janvier 1963. Et 4 ans plus tard, à la même date, il a organisé son deuxième coup d'État. Alors, il faut savoir que monsieur Yadema, donc l'assassin du président Sylvanus Olympio, a revendiqué cet assassinat. Il a dit, oui, c'est moi qui ai tué le président. Vous imaginez la gravité? Il n'y a aucune morale sur Terre, aucune morale. Et vous le voyez ici avec le président américain, George Bush, père. Mais aussi avec le président français, vous voyez, avec Jacques Chirac. Vous savez, il n'y a aucune morale dans les relations internationales. Il ne faut se faire aucune illusion. Et monsieur Yadema, donc l'assassin, meurtrier, vous savez que pourquoi il a organisé le coup d'État en 1963, pardon. Car il était un ancien officier français qui a fait la guerre d'Algérie, donc qui a tué des Algériens. Et à l'époque, l'armée du Togo, en 1963, c'était uniquement 250 soldats. Et donc, les anciens officiers de l'armée française, ils étaient simplement sergents, n'avaient pas de travail. Donc, après l'indépendance qu'il y a eu au Togo. Donc, il avait demandé à rencontrer le président du Togo. Donc, monsieur Sylvanus Olympio. Il lui a dit non, je ne vais pas augmenter les effectifs de l'armée togolaise qui était simplement de 250 personnes. Et vous savez qu'un soldat, quand il n'obtient pas ce qu'il veut, ben, il se fâche. Et avec l'aide de la France, car il était sergent français, ils ont organisé ce coup d'État ensemble. Et celui qui a co-organisé ce coup d'État, c'est un Français qui s'appelle le commandant Poc, avec son chef, le chef de sécurité, le chef de la gendarmerie togolaise, donc le commandant Métrier. Et oui, la France est dans tous les coups. Mais encore une fois, pourquoi je parle de ce cas très important? C'est les États-Unis ne sont pas intervenus. Donc, on peut développer tous les partenariats avec les Américains. Sachez que quand ça va se gâter, et vous savez que ça se gâte entre l'Algérie et la France, il ne faudra pas compter sur le soutien américain. Les Américains diront aux Français ne touchez pas au pétrole et au gaz, mais les Américains, croyez-moi, ne protégeront pas les décideurs algériens. Sachez-le, je vous prends des exemples qui sont du passé, mais je vais aussi vous prendre des exemples qui sont du présent. Alors, on continue. Vous voyez cette image? Ici, c'est l'ancien président irakien Saddam Hussein, et là, c'est Donald Rumsfeld. Donald Rumsfeld, vous savez que il était secrétaire à la défense aux États-Unis, des différents présidents américains, et ensuite, à l'époque de George Bush père, il était devenu le chef de l'opération qui a détruit l'Irak. Donc là, vous voyez, là, il lui serre la main. C'était exactement en 1983, 20 décembre 1983, à Bagdad. Donc vous voyez, quand il s'agit d'intérêt, il n'y a aucun problème. Hein. Donc là, c'était pendant la guerre Irak-Iran.
Les Américains ont vendu beaucoup d'armes, des milliards de dollars d'armement militaire à l'Irak. Donc, évidemment, comme je vous l'ai dit lors de la précédente vidéo, la seule chose qui compte pour les Américains, ce sont les intérêts. C'est le pragmatisme. Et vous savez qu'en 91, les Américains ont bombardé l'Irak, et une deuxième fois en 2003, ils ont détruit l'Irak, et vous savez qu'il y a eu au moins 200 000 morts directs et indirects, il y a eu à peu près 1 million de morts, et à ce jour, l'Irak n'a aucune indépendance financière. L'Irak ne contrôle pas son pétrole, car l'argent du pétrole va directement sur un compte de la Banque centrale irakienne à New York, et chaque mois, il y a un avion rempli de milliards de dollars qui part de New York jusqu'à Bagdad. Tous les mois, c'est tous les mois comme ça. Et oui. Donc il y a le square à Alger, mais il y a aussi le square à New York, et c'est comme ça. Alors, un autre exemple, le célèbre Barack Obama, vous voyez, là, il rencontre Kadhafi, il règle leurs problèmes qu'il y a eu après l'attentat de Lockerbie. Vous savez que la Libye a payé très cher l'attentat qui a été organisé, qui a fait des dizaines de morts. Et donc là, vous voyez, Barack Obama avec Kadhafi, tout va bien, il se serre la main, et en 2011, Kadhafi se fait massacrer par les troupes de l'OTAN, notamment françaises à cause de Sarkozy, mais les Américains ont participé, comme vous le savez. Voilà, ça c'est la promesse de l'Amérique. Voilà, c'est un livre de Barack Obama. N'oubliez jamais, les États-Unis, c'est un magnifique pays sur le plan intérieur, mais sur le plan extérieur, il n'y a que les intérêts qui comptent. Ne l'oubliez jamais, jamais, jamais. Voilà le livre de Barack Obama. Je continue. Donc ça, c'était 2011. Maintenant, 2021, août 2021. L'ex-président afghan Ashraf Ghani se trouve aux Émirats. Vous savez que pendant 20 ans, les Américains ont soutenu l'Afghanistan, après notamment l'attaque de septembre 2001. Pendant 20 ans, ils ont soutenu la démocratie, ils ont protégé tous les présidents afghans, mais ils ont décidé en 2021 que c'était fini, plus aucune protection. Et du jour au lendemain, les Américains sont partis. Du jour au lendemain. Et le président afghan, le pauvre, il a été obligé de trouver refuge aux Émirats. Donc voilà. Août 2021. Je poursuis. Vous avez vu le soutien indéfectible des États-Unis à partir de 2022, février 2022, à l'Ukraine, qui avait été attaquée par la Russie. Et vous avez vu que Biden avait soutenu, mais bec et ongle, Zelensky, le président ukrainien. Vous avez vu? Et il n'y a pas plus tard que quelques semaines, c'est-à-dire au mois de décembre, vous avez vu que Biden avait renouvelé sa confiance avec celle qui devait lui succéder, donc Madame Harris, donc avait renouvelé sa confiance à l'Ukraine. Et qu'est-ce qui se passe? Depuis une dizaine de jours, l'Amérique de Trump humilie Zelensky, humilie. C'est-à-dire changement de cap intégral. C'est ça le pragmatisme américain. On ne sait jamais ce qui peut se passer avec l'Amérique. Là, soutien total et après humiliation totale. Donc on passe d'un extrême à l'autre. Je poursuis. Pour comprendre un peu la première image que je vous ai montrée avec notre ami Sylvanus Olympio au Togo. Vous savez que pourquoi les Américains parfois soutiennent, parfois cessent leur soutien à des chefs d'État ou à des régimes ou à des pouvoirs en place. La première raison, c'est que les États-Unis d'Amérique sont une démocratie où l'alternance, elle est courante. Vous savez que le mandat d'un président américain est de 4 ans renouvelable une seule fois. C'est-à-dire que au maximum, un président américain peut rester 8 années au pouvoir. Donc, quand on passe par exemple des démocrates aux républicains ou des républicains aux démocrates, ce qui était valable avant, c'est-à-dire l'assurance, la protection qui avait été garantie, par exemple par un démocrate ou par un républicain, ne sera pas forcément garantie par le nouveau président. Donc ça, c'est la première raison qui fait que une fois, par exemple, les États-Unis soutiennent
un président et juste après, ben, il le soutient plus. Voilà, une fois on soutient Saddam, après on le soutient plus. Une fois on soutient Kadhafi, après on le soutient plus. Une fois on soutient Olympio en Togo, après on le soutient plus. On soutient l'Afghanistan, on la soutient plus. On soutient l'Ukraine, on le soutient plus. Ça, c'est dû à l'alternance démocratique aux États-Unis. Et la deuxième raison, c'est que pour les Américains, les intérêts changent en fonction de la géopolitique, en fonction des alliances, en fonction de l'environnement politique, en fonction du contexte politique ou de la nouvelle donne politique. Pour prendre l'exemple de l'Algérie, pourquoi je vous dis qu'il ne faudra pas compter sur la protection américaine en Algérie, notamment dans notre conflit qui nous oppose aussi bien à la France qu'au Maroc. Les Américains ont des alliés stables. Je dis bien stables. À l'époque du Togo, là où il y a eu l'assassinat du Togo, et vous avez bien vu que les États-Unis n'ont pas soutenu le président Olympio, les Américains préféraient l'alliance avec le Ghana, pour une raison simple. Le Ghana est un pays anglophone, et le président de l'époque, qui était un très grand panafricaniste, qui s'appelle Kwame Nkrumah, avait passé 10 années aux États-Unis. Il avait étudié et même enseigné aux États-Unis. Kwame Nkrumah. Et le Ghana, encore une fois, est un pays anglophone. Donc il y avait des affinités culturelles entre le Ghana et les États-Unis qui n'étaient pas aussi fortes que celles qu'il y avait entre les États-Unis et le Togo étant un tout petit pays. Surtout que il y avait une partie anglophone du Togo qui avait été rattachée au Ghana. Donc les États-Unis préféraient maintenir leur partenariat avec le Ghana, car en 1963, il y avait un conflit entre le Togo et le Ghana. Et les Américains préféraient évidemment le Ghana au Togo, car le Ghana voulait annexer le Togo pour faire un grand pays et ainsi créer par la suite, c'est ce qui a été le cas, l'Union africaine, l'organisation de l'Union africaine en mai 1963 à Addis Abeba. C'est lui le fondateur de l'organisation de l'Union africaine, Kwame Nkrumah. Donc les Américains voulaient s'appuyer sur le Ghana pour créer cette organisation africaine et faire en sorte que l'OUA, l'Organisation de l'Union africaine, soit plutôt proche des États-Unis plutôt que de la France ou de l'Angleterre. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis n'ont pas soutenu le président du Togo, mais ont préféré soutenir le président du Ghana, M. Kwame Nkrumah. Alors pourquoi je prends le temps de vous détailler la différence de partenariat qu'il y avait entre les États-Unis et le Togo et les États-Unis et le Ghana, qui sont des voisins. Hein. C'est tout près. Hein. La capitale du Togo, Lomé, est à quelques kilomètres de la frontière du Ghana. Je suis bien placé pour le savoir, car j'ai fait tout ça en bus. Et oui, en bus avec mon fils Iskander en septembre 2023. Donc j'ai pu voir de mes propres yeux comment ça fonctionnait tout cela. Il y a même des tribus Ewe qui sont à la fois au Togo et au Ghana, un peu comme, vous avez bien vu, hein, les arabo-berbères algériens ou marocains, c'est kiff-kiff, c'est le même peuple. Bon, bref. Et on voit bien l'affinité, la complicité qu'il y avait entre le président John Fitzgerald Kennedy et le président du Ghana, Monsieur Kwame Nkrumah, qui, malheureusement, 3 ans plus tard, a fait lui-même l'objet d'un coup d'État le 24 février 1966, au moment où il faisait un voyage présidentiel en Chine. À peine était-il arrivé en Chine qu'on lui a dit « Eh, monsieur Kwame Nkrumah, vous n'êtes plus président. Il y a eu un coup d'État aux États-Unis, au Ghana, dans votre pays, qui avait été organisé par les Anglais. » Et oui, parce que les Anglais, c'était l'ancienne puissance colonisatrice du Ghana, qui n'appréciait pas que monsieur Kwame Nkrumah s'approche un peu trop des États-Unis. Eh oui, il y a beaucoup de rivalité. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Car il y a un parallèle à faire entre le Togo, Ghana, États-Unis et Algérie, Maroc, États-Unis. En tant qu'Algérien, évidemment, je préférais qu'on ait d'excellentes relations avec la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Europe. Évidemment, il faut être dans une logique multilatérale. Mais dans ce jeu diplomatique, je crois que les Américains préféreront toujours le Maroc à l'Algérie, car le Maroc est un allié historique
des États-Unis et surtout un allié fidèle. Les Marocains se sont jamais liés ou alliés à la Russie, contrairement à l'Algérie. Et donc, en cas de difficulté, les Américains préféreront toujours le Maroc à l'Algérie, de la même façon que les Américains ont toujours préféré le Ghana au Togo. Et c'est la raison pour laquelle ils ont laissé le président du Togo se faire assassiner par les Français du général de Gaulle, et notamment par son conseiller Afrique et services secrets, Monsieur Foccart, qui a beaucoup de sang dans ses mains. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Et vous savez, je connais un petit peu l'Amérique. Je vous ai expliqué hier, j'ai fait un livre avec le président Bill Clinton, notamment, qui s'appelait Millénarium, quel avenir pour l'humanité en 2000. Et c'était une série d'entretiens avec le président américain, français, Premier ministre anglais, chancelier allemand Gerhard Schröder, Premier ministre italien Massimo D'Alema, le Premier ministre canadien Jean Chrétien et le Premier ministre japonais Keizo Obuchi, qui est décédé aujourd'hui. Donc je vais revenir à la pomme de discorde qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie, eu égard à un éventuel soutien ou une éventuelle neutralité des États-Unis d'Amérique. Ce sera le dernier point que je vais aborder avec vous. Ici, je vous présente un livre qui s'appelle « Washington et le monde », qui a été écrit il y a quelques années par des spécialistes des États-Unis, donc Pierre Asner et Justin Weiss. Donc Pierre Asner est directeur de recherche au Centre d'études et de recherche internationale, donc CERI, la Fondation nationale de sciences politiques. Donc il enseigne notamment donc à l'université Johns Hopkins à Bologne en Italie. Et Justin Weiss est historien et pareil, il est spécialiste donc à la fois des États-Unis et de la France. Et dans ce livre-là, donc là c'est la Maison Blanche comme vous connaissez, à la page 68, il y a une phrase très intéressante et ça s'adresse aux décideurs algériens. Il est écrit que ni les Nations Unies, ni aucune autre institution internationale n'a beaucoup de pouvoir coercitif sur les grandes puissances. Alors, pouvoir coercitif, c'est-à-dire pouvoir d'imposer. C'est-à-dire que ni l'ONU, ni aucune autre instance internationale ne peut imposer son choix aux grandes puissances. Et comme vous le savez, il y a 5 grandes puissances dans le monde aujourd'hui. Nous avons les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Angleterre et la France. Ce sont 5 puissances atomiques, 5 puissances qui ont le droit de veto aux Nations Unies, c'est-à-dire que si aux Nations Unies, ces puissances veulent dire non à une résolution, on peut rien faire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune voie de recours. Et quand bien même les Nations Unies n'approuveraient pas une résolution, et ça a été le cas en 2003 avec les Nations Unies, avec les États-Unis, contre l'Irak, les États-Unis ont outrepassé l'absence de résolution votée au Conseil de sécurité pour faire la guerre à l'Irak et détruire l'Irak et détruire la dictature de Saddam Hussein. Donc par rapport au conflit qu'il y a en ce moment la crise qu'il y a entre Alger et la France, qui est totalement liée à la reconnaissance par le président Macron de la marocanité du Sahara occidental, sachez que ni l'Algérie, ni aucun autre pays au monde ne peut influencer ou obliger ou la France, ou les États-Unis, ou l'Angleterre, ou la Chine, ou la Russie à changer de position. Car l'Algérie n'est pas une puissance atomique et l'Algérie n'a pas le droit de veto à l'ONU. Et je crois en fin connaisseur des rouages de l'Amérique, je pense qu'il faut adopter une position pragmatique, comme celle de notre ambassadeur, son Excellence M. Sabri Bourkadoum, qui propose un partenariat global aux Américains sans entrer dans un conflit, car je le rappelle, les États-Unis d'Amérique ont eux aussi reconnu la marocanité
du Sahara occidental. Et l'Algérie n'a pas rappelé son ambassadeur. Les Allemands aussi ont reconnu la marocanité du Sahara occidental. Et l'Algérie n'a pas rappelé son ambassadeur. Vous savez que je défendrai toujours le droit du peuple sahraoui de choisir le destin qu'il souhaite. Vous savez que j'ai proposé depuis 10 ans une nouvelle idée. C'est une double souveraineté provisoire de l'Algérie et du Maroc sur le Sahara occidental. Et pour mettre en place cette double souveraineté, que j'appelle condominium dans le langage diplomatique, j'ai proposé 2 référendums. Un référendum le plus tôt possible, par exemple 2025 ou 2026, où on demanderait au peuple sahraoui s'il est d'accord pour qu'il y ait cette double souveraineté pendant 10 ans de l'Algérie et du Maroc sur le Sahara occidental. Et au bout de 10 ans, on reposerait la question au peuple sahraoui dans le cadre d'un nouveau référendum, Et cette fois-ci, il y aurait 3 questions. Première question, est-ce que vous voulez rester dans le cadre de la double souveraineté algéro-marocaine? Deuxième question, est-ce que vous voulez l'autonomie dans le cadre de la monarchie chérifienne? Et troisième question, est-ce que vous voulez l'indépendance? C'est une proposition pragmatique, comme les aiment les Américains. Et croyez-moi, si l'Algérie reprend cette idée, je suis sûr à 99% que ni les États-Unis, ni la France, ni l'Angleterre, ni la Russie, ni la Chine ne s'y opposeront. Encore faut-il mettre de côté la fierté de certains de nos diplomates qui gèrent le dossier du Sahara et adopter cette position pragmatique comme celle de son Excellence, notre ambassadeur aux États-Unis, Monsieur Sabri Bouqaddoum. Sahaftorkoum, assalamu alaikum.